Dans les rues silencieuses d'une ville plongée dans l'obscurité, une peur invisible s'est installée. Pendant 25 longues années, un homme a réussi à échapper à la police. Il ne laissait presque aucune trace. Pas d'empreinte, pas de témoins fiables, seulement des victimes. Et des familles détruites à jamais. Les habitants l'appelaient le fantôme de minuit. Un prédateur patient, méthodique, capable de vivre parmi les autres sans éveiller le moindre soupçon. Le jour, il semblait normal. Mais la nuit, il traquait ses victimes dans le silence. Chaque disparition plongeait la ville dans une nouvelle vague de terreur. Les rues se vidaient avant minuit. Les parents interdisaient à leurs enfants de sortir seuls. Et même les policiers commençaient à perdre espoir. Pendant des années, les enquêteurs ont multiplié les erreurs. De faux suspects furent arrêtés. Des preuves disparurent mystérieusement. Et le tueur continuait de frapper. Mais derrière cette affaire criminelle se cachait une vérité encore plus terrifiante. Le monstre n'était peut-être pas un inconnu. Il observait la police. Il suivait les médias. Et il prenait plaisir à voir toute une population vivre dans la peur. Aujourd'hui, nous allons retracer toute l'histoire. Des premières disparitions, jusqu'à l'arrestation finale. Voici l'histoire complète. Du tueur en série qui a terrorisé un pays pendant 25 ans. L'année 1998. La ville semblait paisible. Les marchés restaient ouverts tard dans la nuit. Les enfants jouaient encore dehors après le coucher du soleil. Et personne n'imaginait qu'un prédateur observait déjà dans l'ombre. Tout commença un mardi soir. Une jeune femme de 22 ans disparut sans laisser de traces. Elle avait quitté son travail vers 21 h. Selon ses collègues, elle semblait parfaitement normale. Elle avait même souri avant de partir. Mais elle ne rentra jamais chez elle. Sa famille pensa d'abord à un accident. Puis les heures passèrent. Et l'inquiétude commença à grandir. Son téléphone restait éteint. Personne ne l'avait revu. 3 jours plus tard, la police ouvrit officiellement une enquête. Mais les inspecteurs ne trouvaient rien. Aucun témoin crédible. Aucune caméra exploitable, aucune preuve. Comme si la jeune femme s'était évaporée dans la nuit. Quelques semaines plus tard, une deuxième disparition fut signalée, puis une troisième. Cette fois, la peur commençait à envahir les habitants. Les victimes n'avaient aucun lien entre elles. Pas le même âge, pas le même quartier, pas le même mode de vie. Mais un détail inquiétant revenait systématiquement. Tout avait disparu après la tombée de la nuit. Les enquêteurs commencèrent alors à envisager une hypothèse terrifiante. Un prédateur pouvait être responsable. Mais à cette époque, les autorités refusaient encore de parler d'un tueur en série. Officiellement, les dossiers restaient séparés. Une erreur qui allait coûter plusieurs années. Car pendant que la police hésitait, le meurtrier perfectionnait déjà sa méthode. Selon les analyses réalisées plus tard, le tueur observait ses victimes pendant plusieurs jours. Il étudiait leurs habitudes, leurs trajets, leurs horaires. Puis il frappait rapidement, silencieusement, sans attirer l'attention. Des voisins commencèrent à parler d'un homme étrange. Toujours seul, toujours vêtu de sombre, toujours aperçu près des lieux avant les disparitions. Mais les témoignages étaient trop vagues. Et encore une fois, le suspect disparaissait avant l'arrivée des policiers. Les médias commencèrent alors à relayer l'affaire. De simples disparitions devenaient progressivement une affaire nationale. Les habitants avaient peur de sortir seuls. Certains commerces fermaient avant la nuit. Des parents accompagnaient désormais leurs enfants partout. Toute la ville vivait dans une tension permanente. Mais personne ne connaissait encore la vérité. Car ce n'était que le début. Le tueur allait bientôt passer à un niveau encore plus terrifiant. En 2001, l'enquête prit une tournure beaucoup plus sombre. Jusqu'ici, les victimes avaient simplement disparu. Mais cette fois, un corps fut retrouvé. C'était un agent d'entretien qui fit la découverte au lever du soleil. Près d'un ancien entrepôt abandonné, dans une zone industrielle presque déserte. Lorsque les policiers arrivèrent sur place, un silence lourd envahit immédiatement la scène. La victime était allongée au sol. Aucune trace importante de lutte. Aucune blessure visible au premier regard. Mais un détail glaça immédiatement les enquêteurs. À quelques centimètres du corps, un symbole noir avait été dessiné sur le béton. Un cercle étrange, parfaitement tracé. Comme une signature. Les policiers comprirent alors une chose terrifiante.
Le meurtrier voulait désormais être remarqué. Quelques mois plus tard, 2 nouveaux corps furent retrouvés. Et à chaque fois, le même symbole apparaissait près des victimes. Le doute n'était plus permis. Un tueur en série agissait dans le pays. La nouvelle provoqua immédiatement une onde de choc. Les médias commencèrent à diffuser des éditions spéciales. Les chaînes de télévision parlaient d'un prédateur extrêmement dangereux. Les habitants vivaient désormais dans une peur permanente. Certaines rues devenaient désertes après 20 heures. Des écoles renforçaient même la sécurité autour des élèves. Pendant ce temps, les enquêteurs tentaient de comprendre le profil du meurtrier. Selon les premières analyses, le tueur semblait extrêmement organisé. Il ne choisissait jamais ses victimes au hasard. Il ciblait des personnes isolées, des individus ayant peu de proches ou des habitudes prévisibles. Mais ce qui inquiétait le plus les policiers, c'était l'absence totale d'erreur. Le meurtrier nettoyait les scènes de crime avec précision. Pas d'empreintes, pas d'ADN exploitable, comme s'il connaissait parfaitement les méthodes policières. Les enquêteurs découvrirent également un autre détail troublant. Le tueur revenait parfois près des scènes de crime après les découvertes. Des témoins parlaient d'un homme immobile, observant discrètement les policiers travailler, comme s'il voulait admirer le chaos qu'il avait provoqué, comme s'il prenait plaisir à voir la peur grandir dans toute la ville. Les médias lui donnèrent alors plusieurs surnoms. Le fantôme noir, le chasseur de minuit, l'homme sans visage. Mais derrière ces surnoms, personne ne connaissait encore sa véritable identité. Et pendant que tout le pays cherchait un monstre, le tueur continuait probablement de marcher parmi eux, calmement, invisible, patient, prêt à frapper encore. Face à l'échec des enquêtes classiques, les autorités décidèrent finalement de faire appel à un profilé criminel. Un spécialiste capable d'étudier l'esprit des tueurs en série. Son arrivée allait complètement changer l'affaire. Pendant plusieurs semaines, il analysa chaque dossier, chaque disparition, chaque scène de crime, chaque détail oublié par les enquêteurs. Puis il présenta ses conclusions devant une cellule spéciale de la police. Selon lui, le tueur était probablement un homme intelligent, très intelligent, quelqu'un capable de contrôler parfaitement ses émotions. Un individu vivant une double vie. Le profilé expliqua également que le meurtrier ressentait un besoin profond de domination. Chaque crime représentait une démonstration de pouvoir. Le symbole noir laissé près des victimes n'était pas un hasard. C'était une signature psychologique. Une manière de dire « Je suis plus fort que vous ». Mais ce n'était pas le détail le plus inquiétant. Selon le spécialiste, le tueur devenait progressivement plus dangereux. Le temps entre les crimes diminuait. Et dans les affaires de tueurs en série, cela signifie souvent une montée de confiance. Le meurtrier commençait à se sentir intouchable. Les policiers étudièrent alors les anciens dossiers psychiatriques. Des dizaines de suspects furent interrogés. Certains présentaient des comportements inquiétants. D'autres avaient déjà commis des actes violents. Mais aucun élément concret ne permettait une arrestation. Pendant ce temps, la peur continuait de grandir dans la population. Les médias transformaient l'affaire en obsession nationale. Des émissions spéciales analysaient chaque détail des crimes. Des journalistes affirmaient même que le tueur pouvait appartenir aux forces de sécurité. D'autres parlaient d'un ancien militaire. Les rumeurs devenaient incontrôlables. Mais une chose restait certaine. Le meurtrier observait tout cela. Et selon plusieurs experts, il prenait probablement plaisir à voir le pays sombrer dans la paranoïa. Certains témoins commencèrent alors à parler d'un homme étrange aperçu près des scènes de crime. Toujours calme, toujours silencieux, presque invisible. Mais ce qui troublait le plus les enquêteurs, c'était sa capacité à paraître normal. Le profilé répétait sans cesse une phrase inquiétante. Le monstre ne ressemble pas à un monstre. Selon lui, le tueur pouvait avoir un travail stable, des voisins, des amis, peut-être même une famille. Cette révélation choqua profondément l'opinion publique. Car si le profilé disait vrai, alors le meurtrier vivait peut-être parmi eux depuis le début, sans jamais éveiller le moindre soupçon. Et pendant que les enquêteurs tentaient encore de comprendre son esprit, le tueur préparait probablement déjà son prochain crime. Pendant plusieurs années, l'enquête tourna en rond. Les policiers travaillaient jour et nuit. Mais malgré tous les efforts, le tueur restait introuvable. Et peu à peu, les erreurs commencèrent à s'accumuler. Certaines scènes de crime furent mal sécurisées. Des preuves disparurent mystérieusement.
Des témoins importants ne furent jamais interrogés. À cette époque, les différents services de police communiquaient très mal entre eux. Chaque région gérait ses propres dossiers. Résultat, des informations essentielles n'étaient jamais partagées. Le tueur profitait parfaitement de ce chaos. Mais la plus grande erreur arriva en 2005. Cette année-là, les autorités annoncèrent avoir arrêté le meurtrier. Un homme fut présenté devant les médias. La police affirmait avoir enfin mis fin à des années de terreur. La population poussa un immense soupir de soulagement. Les journaux parlaient d'une victoire historique. Les familles des victimes espéraient enfin obtenir justice. Mais derrière cette annonce spectaculaire, de nombreux enquêteurs avaient des doutes. Certaines preuves semblaient faibles. Le suspect niait totalement les accusations. Et surtout, plusieurs détails ne correspondaient pas au profil psychologique établi par les experts. Malgré cela, la pression politique était énorme. Les autorités voulaient absolument montrer des résultats. Puis, 3 mois plus tard, un nouveau corps fut découvert, avec le même symbole noir. Le choc fut immédiat. Le véritable tueur était toujours libre. Le scandale explosa dans tout le pays. Les médias accusèrent la police d'avoir arrêté un innocent. La confiance de la population s'effondra brutalement. Des manifestations éclatèrent devant certains commissariats. Des habitants réclamaient des démissions. Même plusieurs policiers commencèrent à quitter l'enquête. L'affaire devenait incontrôlable. Mais pendant que le pays plongeait dans la colère, le meurtrier observait probablement la situation avec satisfaction. Selon certains psychologues criminels, le tueur prenait désormais plaisir à humilier les autorités. Les crimes devenaient plus provocateurs, plus violents, comme s'il voulait démontrer qu'il resterait toujours au-dessus de la police. Et ce n'était que le début d'une période encore plus sombre. Car après cette erreur historique, le tueur allait changer sa manière d'agir et devenir encore plus difficile à arrêter. Après 2008, les enquêteurs remarquèrent un changement inquiétant. Le comportement du tueur évoluait. Pendant des années, ses crimes suivaient presque le même schéma. Mais soudain, tout devint imprévisible. Les victimes apparaissaient désormais dans plusieurs régions du pays. Certaines vivaient dans de grandes villes, d'autres dans des zones beaucoup plus isolées. Au premier regard, les affaires semblaient totalement différentes. Mais un détail revenait toujours. Le symbole noir. Les enquêteurs comprirent alors une chose essentielle. Le meurtrier cherchait volontairement à brouiller les pistes. Il changeait constamment ses habitudes. Selon les analyses policières, le tueur utilisait désormais plusieurs véhicules, de fausses identités, et parfois même différents styles vestimentaires. Certains témoins décrivaient un homme élégant. D'autres parlaient d'un individu discret et mal habillé, comme si le meurtrier changeait complètement d'apparence selon les situations. Les policiers commencèrent alors à penser qu'ils avaient affaire à quelqu'un d'extrêmement méthodique. Un homme préparant chaque détail avec précision. Mais malgré cette prudence, une erreur allait finalement apparaître. Une survivante. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, une victime réussit à échapper au tueur. Son témoignage bouleversa immédiatement les enquêteurs. Elle expliqua avoir été suivie pendant plusieurs jours. Toujours par le même homme, calme, silencieux, presque invisible. Selon elle, il parlait doucement, avec une voix rassurante. Mais derrière ce calme apparent, elle ressentait quelque chose de profondément terrifiant. Une absence totale d'émotion. Comme si elle parlait à quelqu'un incapable de ressentir la moindre empathie. La survivante décrivit également un détail important. Une légère cicatrice visible près de sa main gauche. Cette information permit enfin de créer un portrait robot beaucoup plus précis. Les médias diffusèrent immédiatement le dessin dans tout le pays. Des centaines d'appels arrivèrent dans les commissariats. Mais encore une fois, le tueur semblait toujours avoir une longueur d'avance. Avant même que la police puisse intervenir, il disparaissait, sans laisser de traces, comme un fantôme. Pendant ce temps, la peur atteignait un niveau jamais vu. Des habitants refusaient désormais de sortir après le coucher du soleil. Certaines rues devenaient complètement désertes la nuit. Même les policiers commençaient à craindre que le meurtrier ne soit jamais arrêté. Mais sans le savoir, le tueur venait enfin de commettre une erreur capitale. Une erreur qui allait lentement conduire les enquêteurs jusqu'à lui. Au fil des années, l'affaire détruisait lentement ceux qui travaillaient dessus. Certains policiers dormaient à peine. D'autres développaient une véritable obsession pour le dossier. Chaque nouvelle disparition devenait un échec personnel. Parmi eux,
Un inspecteur allait consacrer presque toute sa vie à cette enquête. Son nom était connu dans tout le service criminel. Un homme méthodique, silencieux, complètement absorbé par la traque du tueur. Son bureau ressemblait à une prison mentale. Des centaines de dossiers empilés, des cartes accrochées au mur, des photos de victimes reliées par des lignes rouges. Chaque détail était analysé encore et encore. Pendant des années, l'inspecteur refusait d'abandonner, même lorsque certains collègues quittaient l'affaire, même lorsque les médias accusaient la police d'incompétence. Selon lui, le tueur finirait forcément par commettre une erreur. Une seule erreur suffisait. Alors il reprenait chaque dossier depuis le début. Chaque témoignage, chaque scène de crime, chaque détail oublié, et en 2014, après plus de 15 années d'enquête, cette erreur apparut enfin. Une caméra de surveillance située près d'une station-service filma brièvement un homme à proximité d'une scène de crime. L'image était mauvaise, floue, presque inutilisable. Mais les enquêteurs remarquèrent immédiatement un détail troublant. Une cicatrice visible sur la main gauche. Exactement comme l'avait décrit la survivante quelques années plus tôt. Le choc fut immense. Pour la première fois, les policiers détenaient enfin un élément concret. Les analyses commencèrent immédiatement. Les enquêteurs comparèrent des centaines de dossiers. Des employés, des chauffeurs, des agents de sécurité. Toute personne correspondant au profil psychologique fut étudiée. Peu à peu, la liste des suspects commença à se réduire. Mais pendant ce temps, le tueur continuait probablement de surveiller les informations. Selon plusieurs experts, il sentait peut-être déjà que les enquêteurs se rapprochaient. Les policiers craignaient désormais une réaction extrêmement dangereuse. Car lorsqu'un tueur en série se sent menacé, il peut devenir beaucoup plus violent. L'inspecteur principal demanda alors une surveillance discrète des principaux suspects. Jour et nuit, des équipes entières furent mobilisées. Et très vite, un nom attira particulièrement l'attention. Un homme discret, sans passé criminel important, mais dont le comportement devenait de plus en plus inquiétant. Les enquêteurs ignoraient encore qu'il venait probablement de trouver le visage du monstre. Après des années de recherche, les enquêteurs avaient enfin un suspect principal. Un homme discret, calme, presque invisible aux yeux de la société. Lorsqu'ils étudièrent son dossier, rien ne semblait réellement alarmant. Pas de casier judiciaire important, pas de violence connue, pas d'incident majeur signalé par son entourage. Au contraire, certains voisins le décrivaient comme un homme poli, travailleur, respectueux. C'est précisément ce qui terrifiait les enquêteurs. Car le profilé avait raison depuis le début. Le monstre ressemblait à une personne normale. Mais lorsque la police commença à surveiller discrètement le suspect, plusieurs détails inquiétants apparurent rapidement. L'homme visitait régulièrement certains anciens lieux de crime. Parfois tard dans la nuit. Parfois simplement pour observer les alentours. Les policiers découvrirent également qu'il conservait des dizaines d'articles de journaux liés au meurtre. Des coupures soigneusement rangées, classées par date, comme une collection obsessionnelle. Mais le détail le plus troublant fut découvert dans son ordinateur. Le suspect suivait quotidiennement les informations concernant l'enquête. Il consultait les chaînes d'actualité, les forums criminels, les interviews des enquêteurs, comme s'il voulait savoir exactement ce que la police connaissait. Les autorités décidèrent alors de lancer une opération secrète. Pendant plusieurs semaines, le suspect fut suivi jour et nuit. Des véhicules banalisés restaient devant son domicile. Des équipes filmaient discrètement chacun de ses déplacements. Et peu à peu, les policiers commencèrent à remarquer un comportement étrange. Le suspect semblait souvent choisir ses trajets au hasard. Il changeait brutalement de direction, comme s'il cherchait à vérifier s'il était surveillé. Les enquêteurs comprirent alors une chose inquiétante. Le meurtrier était extrêmement intelligent, peut-être même plus prudent qu'il ne l'imaginait. Puis, un événement inattendu bouleversa toute l'opération. Une nouvelle disparition fut signalée. Une jeune femme avait disparu près d'un arrêt de bus isolé. Lorsque les enquêteurs analysèrent les images de surveillance, le suspect apparaissait dans la zone quelques minutes avant la disparition. Cette fois, le doute n'était presque plus permis. Les autorités comprirent immédiatement qu'elles n'avaient plus le temps d'attendre. Car si elles hésitaient encore, le tueur frapperait de nouveau, et peut-être plus violemment que jamais. Une opération d'arrestation fut alors préparée dans le plus grand secret. Pendant ce temps, sans le savoir, le meurtrier approchait de sa dernière nuit en liberté.
L'opération finale débuta à 2 heures du matin. Dans le plus grand secret, plusieurs équipes de police furent déployées autour de la ville. Les autorités ne voulaient prendre aucun risque. Après 25 années de traque, le moindre détail pouvait encore tout faire échouer. Les enquêteurs surveillaient discrètement le suspect depuis plusieurs jours. Cette nuit-là, son comportement semblait inhabituel. Vers 1h45, il quitta soudainement son domicile à bord d'une vieille voiture sombre. Immédiatement, les équipes de surveillance commencèrent à le suivre. À distance, sans attirer son attention, le suspect roulait lentement à travers des rues presque désertes, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Puis, quelques minutes plus tard, il s'arrêta près d'un arrêt de bus isolé. Une jeune femme attendait seule sous un lampadaire. Les enquêteurs comprirent immédiatement. Le tueur s'apprêtait à frapper encore une fois. Le commandement donna alors l'ordre d'intervention. Mais les policiers devaient attendre le bon moment. Le suspect descendit lentement de son véhicule, calme, silencieux, comme s'il avait déjà répété cette scène des dizaines de fois. Il commença à marcher vers la jeune femme. Puis soudain, des véhicules surgissent dans la rue. Les gyrophares illuminèrent brutalement la nuit. Police, ne bougez plus. Pendant une seconde, le suspect resta immobile. Puis il tenta de fuir. Une course-poursuite éclata immédiatement dans les ruelles voisines. Les policiers le poursuivaient dans l'obscurité. Le suspect semblait connaître parfaitement le quartier. Mais après plusieurs minutes de fuite, un inspecteur réussit finalement à le plaquer au sol. Le silence tomba brutalement. Après 25 années de terreur, le tueur venait enfin d'être arrêté. Mais le plus terrifiant restait encore à découvrir. Lorsque les enquêteurs fouillèrent son véhicule, ils trouvèrent plusieurs objets appartenant aux anciennes victimes. Des bijoux, des photographies, des vêtements soigneusement cachés. Le choc fut immense. Mais ce n'était rien comparé à ce qui attendait les policiers dans la maison du suspect. Quelques heures plus tard, une perquisition fut organisée. Et dès leur entrée dans le domicile, les enquêteurs comprirent qu'ils venaient de pénétrer dans l'esprit d'un monstre. Lorsque les enquêteurs pénétrèrent dans la maison du suspect, un silence lourd envahit immédiatement les lieux. L'intérieur semblait parfaitement ordinaire. Un salon propre, des meubles simples, des photos banales accrochées au mur. Tout donnait l'image d'une vie normale. Mais très vite, les policiers remarquèrent plusieurs détails inquiétants. Certaines pièces étaient verrouillées de l'intérieur. Des rideaux empêchaient totalement la lumière d'entrer. Et une étrange odeur flottait dans le couloir principal. Les enquêteurs commencèrent alors une fouille complète du domicile. Quelques minutes plus tard, un inspecteur fit une découverte terrifiante dans le sous-sol. Des boîtes soigneusement rangées. Des dizaines, peut-être des centaines. À l'intérieur, les policiers trouvèrent des objets appartenant aux victimes, bijoux, téléphones, documents personnels, photographies. Le tueur avait conservé chaque souvenir comme des trophées. Mais ce n'était que le début. Dans une armoire métallique cachée derrière un mur, les enquêteurs découvrirent plusieurs carnets noirs. En les ouvrant, le choc fut total. Le suspect décrivait certains crimes avec précision, date, lieu, habitude des victimes. Tout était noté méthodiquement, sans émotion, sans remords, comme un scientifique décrivant une expérience. Les psychologues criminels furent profondément bouleversés par le contenu des carnets. Selon eux, le meurtrier présentait des traits psychopathiques extrêmement élevés. Il ne voyait pas ses victimes comme des êtres humains, mais comme des objets de contrôle. Les enquêteurs comprirent alors une vérité encore plus terrifiante. Le nombre réel de victimes était probablement beaucoup plus élevé que prévu. Certaines disparitions non résolues depuis des décennies semblaient désormais liées au suspect. Des familles commencèrent alors à contacter la police depuis plusieurs régions du pays. Des dossiers oubliés furent rouverts. Des anciennes affaires réapparurent dans les médias. Le pays entier suivait désormais l'enquêteur par heure. Les chaînes d'information parlaient du pire tueur en série de l'histoire moderne du pays. Mais malgré les preuves accablantes, le suspect restait incroyablement calme. Pendant les interrogatoires, il parlait peu, très peu. Parfois même, il restait silencieux pendant plusieurs heures. Comme s'il observait simplement les enquêteurs. Comme s'il contrôlait encore la situation. Mais derrière ce silence, les policiers savaient désormais une chose. Ils avaient enfin capturé le monstre qui terrorisait le pays depuis 25 ans. Et bientôt, le monde entier allait découvrir son véritable visage au tribunal. Quelques mois après son arrestation, le procès du tueur débuta enfin.
Le pays entier retenait son souffle. Des centaines de journalistes se rassemblèrent devant le tribunal dès l'aube. Des familles de victimes arrivèrent en silence. Certaines attendaient ce moment depuis plus de 20 ans. La sécurité autour du bâtiment était exceptionnelle. Policiers armés, barrages, contrôle permanent. Les autorités craignaient un véritable chaos. Lorsque le suspect entra finalement dans la salle d'audience, un silence glacial envahit immédiatement le tribunal. Beaucoup furent choqués par son apparence. L'homme semblait calme, presque ordinaire. Aucun signe de peur, aucun signe de regret. Il s'assit lentement, puis observa la salle avec un regard froid, comme s'il assistait simplement à un spectacle. Pendant plusieurs semaines, les audiences révélèrent progressivement l'horreur de l'affaire. Des enquêteurs racontèrent les scènes de crime. Des experts psychiatriques analysèrent la personnalité du meurtrier. Mais les témoignages les plus bouleversants furent ceux des familles. Des parents décrivirent des années de souffrance. Des enfants racontèrent avoir grandi sans leurs proches. Certaines victimes n'avaient jamais été retrouvées complètement. Chaque récit plongeait la salle dans une émotion immense. Mais malgré tout cela, le tueur restait immobile, silencieux, parfois même légèrement souriant. Les psychiatres expliquèrent alors au tribunal que le suspect présentait des traits psychopathiques extrêmement dangereux. Absence totale d'empathie, manipulation, froideur émotionnelle, besoin de domination. Selon eux, le meurtrier prenait probablement plaisir à voir la douleur des autres. Cette déclaration provoqua un choc national. Les médias diffusèrent les audiences dans tout le pays. Chaque révélation augmentait encore la colère de la population. Puis, après plusieurs semaines de procès, le jour du verdict arriva enfin. Le tribunal était plein à craquer. Personne ne parlait. Le juge commença lentement la lecture de la décision. Coupable, coupable sur tous les chefs d'accusation. Certaines familles éclatèrent en sanglots. D'autres restaient figées dans le silence. Le tueur, lui, ne réagit presque pas, comme si le verdict ne changeait rien. Mais malgré cette condamnation historique, une question continuait de hanter les enquêteurs. Combien de victimes réelles existaient encore? Car plusieurs disparitions restaient inexpliquées. Et certains secrets du meurtrier semblaient destinés à rester enterrés pour toujours. Aujourd'hui encore, cette affaire reste l'une des plus terrifiantes de l'histoire criminelle moderne. Car pendant 25 ans, un homme a réussi à vivre parmi tout le monde, tout en cachant le visage du mal. Pendant 25 longues années, un homme a réussi à tromper tout un pays. Un homme capable de vivre parmi les autres, sans éveiller le moindre soupçon. Le jour, il paraissait normal, travailleur, poli, discret. Mais derrière ce visage ordinaire, se cachait l'un des prédateurs les plus dangereux de l'histoire criminelle moderne. Son arrestation mit officiellement fin à des années de terreur. Mais pour beaucoup, le cauchemar ne s'est jamais vraiment arrêté. Certaines familles attendent encore des réponses. Des disparitions restent inexpliquées. Et plusieurs enquêteurs pensent aujourd'hui que le nombre réel de victimes ne sera peut-être jamais connu. Cette affaire a profondément changé les méthodes d'enquête criminelle. Les erreurs commises au début de l'affaire sont encore étudiées dans certaines formations policières. Car pendant des années, le tueur profita du manque de communication entre les services. Des preuves furent perdues, des suspects innocents arrêtés. Et pendant ce temps, le meurtrier continuait de tuer. Mais cette histoire rappelle également une vérité beaucoup plus inquiétante. Les monstres ne ressemblent pas toujours à des monstres. Parfois, ils sourient, ils travaillent, ils parlent normalement avec leurs voisins. Et personne n'imagine ce qu'ils cachent réellement. Aujourd'hui encore, les anciens enquêteurs restent hantés par certains souvenirs. Les scènes de crime, les familles détruites, les années perdues. Et surtout, cette question impossible à oublier. Combien d'autres victimes n'ont jamais été retrouvées? Dans certaines villes, le nom du tueur provoque encore un frisson. Des habitants refusent toujours de parler de cette affaire la nuit. Comme si l'ombre du meurtrier continuait de planer au-dessus des rues silencieuses. Mais malgré toute l'horreur, une chose demeure certaine. Après 25 années de peur, le monstre a finalement été arrêté. Et son histoire restera gravée pour toujours dans les mémoires. Ce documentaire est une fiction inspirée des plus grandes enquêtes criminelles internationales.